Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi dans notre édition en deux parties cette fois-ci, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis territoire d'info avec l'invité politique ce matin, c'est Nicolas Bay, le député Rassemblement National au Parlement Européen qui sera en direct sur ce plateau. Voilà, tout de suite c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant, à tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ce soir, vous le savez, le président de la République répondra aux Français dans une allocution à 20h. Il devrait annoncer les grandes lignes pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Ils étaient encore nombreux ce week-end pour un acte 22, notamment à Toulouse, où les manifestants restent toujours mobilisés et en colère contre le président, comme vous le voyez sur ces images. Écoutez cette manifestante. Et quand Macron nous met de la répression en face, il pourra continuer avec sa répression. On est quasiment même plus en démocratie là. Les gens ont peur de venir manifester. Il y a des gens qui nous disent on est d'accord mais on a peur de venir. Voilà, on est où là? On est sous Pinochet ou quoi? Et bien évidemment, demain matin, édition spéciale débrief de ce que dira le président de la République ce soir. Les services publics, d'ailleurs, il en sera sûrement question ce soir dans l'allocution d'Emmanuel Macron. En attendant les réponses, il y a des fermetures hospitalières qui ne se passent pas bien, notamment dans le Val d'Oise. Élus et syndicats se battent contre la réorganisation hospitalière au nord du département. Michael Joly de la chaîne Via Grand Paris fait pour nous le point sur la situation. Ce soir-là, c'est l'inquiétude. Autour des tables, des représentants syndicaux des hôpitaux de Beaumont-sur-Oise et Pontoise, ainsi que des élus locaux. Tous s'insurgent contre la fermeture de plusieurs services, dont la néonatologie et la pédiatrie, au sein de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. Car la direction du groupement hospitalier, dont dépend l'hôpital, prépare le transfert de plusieurs services vers l'hôpital René Dubos de Pontoise. Le fait de réduire l'offre de soins va avoir une répercussion très importante sur la population, car ils vont devoir aller jusque Pontoise. Or, 40% de la population de notre secteur, dont dépend l'hôpital de Beaumont, n'a pas de véhicule. Donc, ce qui fait que les personnes, s'ils veulent aller voir leur famille, leur enfant qui sera hospitalisé à Pontoise, ou leur famille qui sera en réanimation à Pontoise, ou en chirurgie à Pontoise, devront prendre les transports en commun. La nuit, il n'y en a pas, et les week-ends, bien moins. Mais pour la direction du groupement hospitalier, le transfert vers Pontoise est une nécessité pour la survie de l'établissement de Beaumont-sur-Oise. Soit on laisse les activités dans l'état, c'est-à-dire qu'elles ne répondent plus aux normes qu'on va attendre demain. Et on va avoir un double phénomène. Un, les usagers qui savent très bien ce à quoi ils ont droit, et ceux qui sont en droit d'attendre, et qui vont fuir l'hôpital, qui vont aller ailleurs. Et où, ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est on n'est plus du tout attractif pour les médecins. Les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital de Beaumont. C'est justement en modernisant et en utilisant ces deux structures qu'on va pouvoir maintenir Beaumont. Mais si on le laissait dans l'état, alors il pourrait mourir très vite de sa belle mort. Dans le cadre de cette réorganisation, le groupement prévoit également la fermeture de son établissement spécialisé dans les soins de suite et de longue durée, situé à Saint-Martin-du-Tertre. Vétuste aux yeux de la direction, il serait également trop éloigné des plateaux techniques de Beaumont-sur-Oise et Pontoise. Cette fermeture de l'hôpital de Saint-Martin-du-Tertre devrait intervenir en 2021. Des manifestations pour protester contre la réorganisation du groupe hospitalier pourraient être organisées dans les prochaines semaines par les élus et les syndicats. Poursuivons ce journal avec des associations en guerre contre les pesticides. En Haute-Gironde, elles sonnent l'alerte contre les faux labels bio qui envahissent les commerces et entretiennent la confusion pour les consommateurs surtout. Toutes les explications de Dominique Parmentier de la chaîne TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, notre partenaire. Surfant sur la vague écolo, les étiquettes soi-disant vertes se multiplient, notamment sur les bouteilles de vin, entretenant la confusion au risque de les discréditer avec les véritables produits bio. On fait du greenwashing, effectivement, alors éco-blanchiment en français, pour parler bien français, c'est-à-dire on repeint en vert les bouteilles, on leur accroche des étiquettes vertes, mais on ne change pas le contenu. Voilà, on verdit les étiquettes, on fait beaucoup de communication autour de ce verdissement, on utilise des labels qui sont très confusants pour les consommateurs, comme par exemple le label Terra Vitis, Agri Confiance, ce sont de vrais faux
faux labels qui en fait autorisent dans leur cahier des charges l'utilisation de pesticides de synthèse, dont les plus dangereux, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les CMR. Pour preuve, les associations ont fait analyser le contenu d'un vin vendu par une des plus grosses caves de France, arborant une belle étiquette verte, végane, sans OGM et sans soufre, mais pas sans pesticides, loin de là. On retrouve que des choses légales, certes, mais on retrouve 155 microgrammes par litre de folpel, un produit cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et cette valeur est 1550 fois supérieure à celle autorisée pour l'eau potable. Pour les associations, cela prouve que malgré les promesses et la prise de conscience de certains viticulteurs, on est loin de la sortie des pesticides dans la région des vins de Bordeaux. Les syndicats professionnels, le CIVB en particulier, sont montrés du doigt. Nous, ce qu'on demande, c'est maintenant des actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir contraindre, je pense, les viticulteurs. Je pense qu'il faut que les gens comme le CIVB, le ministère de l'Agriculture disent « ça suffit, on change de modèle ». Nous, c'est notre demande. Et que les préfets puissent prendre en charge notre santé publique. Depuis 2 ans, les associations demandent en effet au préfet d'interdire les fameux CMR et les perturbateurs endocriniens dans un périmètre de 200 mètres autour des écoles, pour éviter une intoxication collective, comme ce fut le cas à l'école de Villeneuve-de-Blaye. Nez qui coule, yeux qui piquent, difficultés respiratoires, vous expérimentez ces symptômes. Eh bien, l'arrivée du printemps, il est l'ennemi numéro 1, c'est le pollen, à l'origine de nombreuses allergies. Pour prévenir les usagers et les professionnels de santé, les Hauts-de-France ont mis en place pour la première fois le dispositif Pollinaire, un réseau de sentinelles des pollens. Jérôme Ourbron pour la chaîne WEO a suivi la formation de ses bénévoles. Regardez. Savoir les repérer, les identifier et les recenser. C'est le rôle de ces sentinelles des pollens, aujourd'hui formés par Atmo Hauts-de-France. Ces 6 bénévoles font partie des 164 volontaires du dispositif Pollinaire. Accompagnés de la formatrice Cécile Ramon, ils parcourent Amiens et traquent les arbres potentiellement allergisants. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc je suis en train de surveiller le stade de pollinisation du sol marceau. Hein. Donc comme il y en a qui sont bien avancés, donc ça va me permettre de faire mon identification et d'envoyer le tout à Pollinaire. Ça permet d'être proche de la nature et de mieux la comprendre aussi. De reconnaître les arbres, les graminées, tout ça. C'est intéressant. Saule, frêne ou encore bouleau. Une fois l'arbre et son stade de développement identifié, chaque sentinelle peut effectuer une photographie et la fournir au dispositif Pollinaire. Il est ainsi possible, via une carte en temps réel, de voir quels sont les pollens qui nous entourent et, pour les plus fragiles, de s'en protéger. C'est de pouvoir informer le plus tôt possible les personnes allergiques à certaines espèces allergisantes. Comme ça, en fait, elles peuvent commencer à débuter leur traitement afin soit de diminuer ou de stopper leurs symptômes. L'arbre le plus allergisant, c'est donc le bouleau. Donc là, depuis la semaine dernière, les sentinelles ont commencé à observer la pollinisation de cet arbre. Dans la région Hauts-de-France, près de 230 personnes sont déjà inscrites sur le site Pollinaire pour recevoir une alerte en cas de pic d'allergie. Atmo Hauts-de-France espère attirer plus de sentinelles afin de mieux couvrir les départements de l'Aisne et de l'Oise. Une formation sur les plantes est d'ailleurs prévue en juin prochain. Et une fête pour finir ce journal. Toc et clocher, un rendez-vous désormais incontournable pour restaurer le patrimoine des villages. Durant 2 jours, la Digne d'Amont, petit village de l'Aude de 300 habitants, a accueilli 30 000 visiteurs. Professionnels du vin, restaurateurs et amateurs se réunissent. L'argent des fûts mis aux enchères permet en partie de restaurer le clocher de l'église du village. Un reportage de Kevin Gélinier pour Via Occitanie. Regardez. La Digne d'Amont dans l'Aude. Moins de 300 habitants à l'année, 30 000 visiteurs en un week-end pour les tocs et clochers. Depuis 30 ans, le rendez-vous est incontournable dans les villages de la vallée de l'Aude. Tour à tour, ils accueillent vignerons, professionnels du vin et restaurateurs. Tous se retrouvent aux côtés des curieux pour quelques dégustations dans les caveaux. Ambiance garantie sous le soleil. Je connais le rendez-vous et je viens chaque année depuis bientôt 5-6 ans à peu près. Et dans chaque village, je viens avec mes amis déguster les nouveaux vins de l'année. Moi, c'est la première fois cette année, donc je suis très contente. Je suis avec tous les copains du village et le soleil est avec nous.
Donc ça s'annonce très bien. Pour cette 30e édition, le terroir océanique de l'appellation Limoux est à l'honneur. Et si l'événement est l'occasion de mettre en avant le vignoble, l'opération est aussi patrimoniale. L'argent des fumiers aux enchères permet en partie de restaurer le clocher de l'église du village qui accueille l'événement. En toute ouverture d'esprit, parce que les gens sont extrêmement divers, mais cet attachement à une histoire. Après tous ces villages, où à peu près, sont nés de leur église, et donc c'est leur mémoire, c'est leur histoire, leur joie, leur peine qui sont là, et je crois que c'est une façon d'en rendre témoignage. Un témoignage qui passe également par le célèbre défilé des vignerons, 4 terroirs et 42 clochers représentés. Pour les professionnels, c'est aussi l'occasion de se faire connaître au-delà des frontières, avec les nombreux visiteurs étrangers. L'idée, c'est de promouvoir nos produits, hein, bien entendu, notre blanquette et aussi nos vins tranquilles. Et bien entendu qu'une fête comme ça, le chardonnay ne peut être que porteur. Hein, et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'entrée du village, mais ce sera environ 30 000 personnes qui défileront dans les rues de ce village, de la ligne Namont. Donc voilà, c'est une opération extraordinaire pour nous, quoi. Au programme également, quelques expositions ou encore le repas de chef triplement étoilé. Messieurs, dames, à votre santé. Voilà, on poursuit ce JT avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour Saveria, la une de la Provence, ça passe ou ça casse, fumée blanche à l'Elysée. Fumée blanche à l'Elysée après 5 mois d'une crise sociale sans précédent. Le président n'a pas le droit à l'erreur. C'est ce soir à 20h que nous connaîtrons les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes. Emmanuel Macron va s'exprimer dans une allocution solennelle. Il doit annoncer des mesures chocs destinées à conclure le grand débat. Il souhaite faire de cette allocution le tournant de son quinquennat. À lire l'édito de Franz-Olivier Gisberg. Le président a raison de s'inquiéter. L'exercice du grand débat était d'avance périlleux. Sa conclusion semble écrite dès le commencement. La montagne accouchera d'une souris. Mais comment répondre à la double exigence de donner les moyens aux services publics et de baisser les impôts? Comment garder la cohésion d'une majorité? Exercice délicat à suivre ce soir. Et puis à la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA du groupe Ebra, des feux de paille pour sauver la vigne. C'est une image paradoxale alors qu'on parle sans cesse de réchauffement climatique ces derniers jours. La France grelotte et cela a des conséquences. Exemple, à Beaune, en Bourgogne, les vignerons font brûler des bottes de paille pour combattre le gel. Pour l'instant, l'Alsace a été épargnée. Reportage à Volnay, des braseros ont été disposés entre les rangs de vignes pour élever la température. Les bottes de paille servent, elles, à autre chose. Le principe, c'est d'arriver à faire un écran de fumée avant que les premiers rayons du soleil n'arrivent, explique Thibaut Hubert, qui est le président de la Confédération des vignerons de Bourgogne. Là, on atteint des températures négatives, le bourgeon va être pris dans le gel. Si les rayons du soleil arrivent, il va y avoir un effet loupe qui va griller le bourgeon. Le gel est un véritable fléau pour les vignes, car il peut anéantir toutes les futures récoltes. Voilà, et c'est à la une de Midi Libre, c'est la guerre des prothèses dentaires, une guerre pas comme les autres. Plus d'un assuré sur 4 déclare avoir déjà dû remettre des soins médicaux à plus tard pour des raisons financières. Ils sont même 13% à souscrire un crédit à la consommation pour se soigner justement depuis début avril. Le prix des prothèses dentaires est plafonné. 480 € pour une couronne, 1496 pour un bridge. Problème à ce prix, eh bien, le risque est fort de voir déferler des produits issus de pays à bas coût qui menacent le savoir-faire régional. C'est le grand dossier à lire dans Midi Libre. On termine avec Presse Océan. Des castors. Vous allez voir la jolie photo aux portes de Nantes. Une vingtaine de familles de castors vivent aujourd'hui en Loire-Atlantique, ce qui représente entre 100 et 130 animaux. Le castor a été réintroduit dans la région des années 70. L'une des particularités du castor, c'est sa faculté à s'adapter, à adapter son milieu à ses besoins en créant un habitat qui lui est propice. Ce sont les fameux barrages qu'on a tous vus dans notre enfance. Le castor participe au développement massif de la biodiversité. Merci Saveria. Eh bien, on vous retrouve demain. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Jean-François Bel, Jean-Louis Picot. À tout de suite. Bonjour messieurs, Jean-Louis Picot, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef chargé du supplément éco du Parisien. On va parler du big boss de McDo.
face aux entrepreneurs, une rubrique régulière dans ce supplément éco du Parisien que vous dirigez. On va vous demander si la viande est bonne chez McDo. Il paraît que la traçabilité s'est beaucoup améliorée ces dernières années. On y revient tout à l'heure avec vous qui avez interviewé le big boss de chez McDo. Et puis Jean-François Beige, bonjour, merci d'être avec nous. On va parler avec vous évidemment d'Emmanuel Macron qui annonce les chantiers d'action prioritaires et annoncera les premières mesures concrètes donc après 5 mois de crise des Gilets jaunes ce soir, 3 mois de grands débats. Pour la presse, ce matin, les éditorialistes, notamment de la presse quotidienne régionale, c'est quitte ou double, c'est la dernière chance du quinquennat. Est-ce que c'est vrai ? On a l'impression qu'Emmanuel Macron s'est déjà beaucoup exprimé, qu'il a en quelque sorte qu'il a tout dit, puisqu'on l'a beaucoup entendu quand même dans cette crise. Il n'a pas pratiqué un silence, il n'est pas resté dans sa tour d'ivoire. On l'a tout le temps vu sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'il va dire de plus ? Sans doute faire des annonces spectaculaires. Ce qui serait ennuyeux, c'est qu'il fasse des annonces un peu sur le dos du Parlement, c'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, qu'on va porter atteinte au bicamérisme ou introduire la proportionnelle, par exemple. C'est une mesure qui est demandée par beaucoup d'hommes politiques depuis longtemps. Ça peut être intéressant. Mais diminuer de façon drastique le nombre de parlementaires, c'est peut-être pas une bonne chose, parce qu'il n'y en a pas tellement par rapport aux autres pays. Jean-Louis Picot, 23 millions de Français l'avaient regardé lors de sa dernière intervention télévisée. C'était au cœur de la crise des Gilets jaunes. C'est un gros défi pour le président de la République ce soir, y compris en termes d'écoute de l'opinion, de compréhension, de pédagogie de ce qu'il va annoncer. Oui, c'est un moment charnière de son quinquennat, très, très clairement. D'ailleurs, il a découpé sa communication en plusieurs temps. Il y aura bien sûr l'intervention télévisée de ce soir. Il y aura une conférence de presse qui se déroulera mercredi, je crois, pour préciser certaines choses. À l'Élysée. Peut-être en annoncer d'autres. La première d'ailleurs de son quinquennat, de cet ordre-là, il n'avait jamais fait ce type. Oui, contrairement à François Hollande, je crois, qui en faisait régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un moment certainement décisif, avec une grosse attente. Avec une sorte en même temps de désenchantement, parce qu'on entend beaucoup de gens dire qu'ils n'attendent pas grand-chose. Il y a déjà eu des choses mises en place depuis plusieurs mois, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc il reste encore beaucoup à faire. C'est quelque part un modèle de société qui est réclamé. Donc ça ne va pas pouvoir se mettre en place en quelques semaines. Donc il faut souhaiter bien sûr qu'il y ait des choses très concrètes. Pauline Thévenoud du Parisien, votre consoeur, attend enfin du concret et souligne que le président a interdiction de décevoir. C'est une pression terrible sur les épaules d'Emmanuel Macron. Oui, c'est une pression terrible parce que maintenant, on peut dire que cette crise s'est un peu enlisée malgré plusieurs contre-attaques du gouvernement et du chef de l'État depuis ces derniers mois. Donc si le rendez-vous à l'issue de ce grand débat qui a quand même duré, qui a été considéré comme une chose très positive dans un premier temps, pour justement essayer de rétablir ce contact qui manquait tellement à Emmanuel Macron il y a quelques mois. Si à nouveau on se retrouve dans une situation où on dit le message passe pas, ça va être très problématique pour lui, sachant qu'il y a encore, le quinquennat n'en est que quasiment à sa moitié, donc il y a encore beaucoup de choses à faire et il ne faudrait pas que tout ça mène le président à une sorte d'immobilisme. Jean-François Beige, Jean-Louis Picot parle du président. C'est pas un peu jupitérien tout ça ? Tout vient d'en haut. Oui, au fond, on attendait le président depuis plusieurs semaines, le Premier ministre a préparé le terrain, tout repose sur lui. Est-ce que c'est pas déjà un problème, ça ? Oui, c'est d'ailleurs le problème. C'est pour ça qu'il a été attaqué très personnellement sur les ronds-points, parce qu'il donne l'impression d'être le Dieu tout-puissant vers lequel doivent monter les revendications et puis il accordera ou il n'accordera pas. C'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Il y a des corps intermédiaires, beaucoup décriés, que Claude Malhuret a appelé cette semaine les corps indispensables et non pas les corps intermédiaires. Je trouve que c'est une belle formule. Et il faut, parce que chaque stade, y compris d'ailleurs la presse politique, qui est enfin conviée à une conférence de presse à l'Élysée, que chaque corps intermédiaire joue son rôle dans le pays. On ne peut pas laisser tout le temps un président en première ligne tout seul. Vous écrivez un édito dans le Courrier du Parlement, en panne de lumière.
Vous dites, on peut bien écraser de mépris les gilets jaunes, mais cela ne leur indiquera pas pour autant une meilleure façon de faire la révolution. Ah, ça, on n'a pas trouvé, depuis le début de cette crise, on n'a pas trouvé une bonne façon d'exprimer des revendications cohérentes et surtout de faire quelque chose de calme, raisonnable et ordonné. Chaque fois, c'est un psychodrame, on casse des vitrines, etc. Et puis après, on fait ça d'une façon un peu triste, toutes les semaines. Il y a certainement... Dégressif aussi. Oui, dégressif. Et c'est triste pour le pays. C'est pas comme ça. Je pense qu'une explosion de colère, ça peut être salutaire. Et un bon gouvernement doit savoir canaliser ce genre d'expression. Mais là, vraiment, on a quelque chose de triste, de répétitif. Une sorte de devoir conjugal obligé. On va faire la manif toutes les semaines. C'est pas possible, ça. Oui, sourire, Jean-Louis Picot. Oui, c'est triste, mais la situation est forcément... il y a beaucoup de souffrance à l'origine de tout ça. Quand même, il faut en être conscient. Il y a des gens dans ce pays qui sont vraiment... Oui, et puis des vraies revendications. Des vraies revendications, bien sûr. Et puis, je crois... Alors, on parlait de rupture et de problèmes de communication. Vous avez un pays où il y a quand même, au moment des élections, une abstention qui n'a cessé de grandir ces dernières années. Un président qui est élu face au mouvement national de Marine Le Pen. Et 6 mois après, il y a, peut-être un peu plus, cette explosion de contestation. C'est bien qu'il y a un problème, c'est bien que les gens ne se reconnaissent plus, pour une majorité d'entre eux, pour une partie d'entre eux, on va dire, dans le modèle qui leur est proposé, à la fois leur modèle de vie et leur modèle de participation à la démocratie. Et c'est là où il est très dur de répondre, c'est que c'est des questions existentielles, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que ça se joue sans eux et sans leurs enfants. Et ça, c'est très embêtant. Demain, évidemment, édition spéciale, demain matin, pour décrypter ce qu'aura dit Emmanuel Macron ce soir à la télévision, son intervention à 20h relayée sur toutes les chaînes. Jean-Louis Picot, on passe au Big Boss de McDo, qui est face aux entrepreneurs, une rubrique habituelle du Parisien d'édition Écho, supplément Écho que vous dirigez. Les Français ne sont jamais allés autant au McDo. Oui. C'est vrai ça? Pourtant, je croyais que les Français étaient attachés à la traçabilité, aux aliments bio. Et le McDo, on n'associe pas forcément cette image-là à ce que sert McDo, non? Oui, alors la traçabilité, ils font l'objet bien sûr de multiples contrôles, comme toute chaîne de restauration et comme toute enseigne de restauration qui se respecte. Il y a des normes européennes entre autres. Et puis quand on s'appelle McDonald's, vous imaginez bien qu'on est très très suivi par justement les personnes chargées de ces contrôles. Ils vont faire du bio ou pas? Ils font doucement du bio. Ils commencent, notamment, il nous a parlé de ses repas enfants. Les nuggets vegan, on me dit. Bio, ça commence un petit peu. C'est pas leur priorité. Lui dit très clairement que ils veulent rester leaders sur le hamburger, qui reste leur produit prioritaire. Ils ont quand même résisté, parce qu'aujourd'hui, des hamburgers, vous en trouvez partout. C'est pas seulement les chaînes de fast-food. Vous avez testé, vous? C'est le meilleur ou pas, McDo? Je ne sais pas si c'est le meilleur. J'ai été au McDonald's. Je me souviens avoir été sans doute au premier McDonald's sur les Champs-Élysées dans les années, il y a bien longtemps, 80. Ça fait maintenant près de 40 ans. Depuis 5 ans, nous avons ouvert 180 restaurants, je précise. Oui, dans un millier de communes. Beaucoup, donc, qu'on le veuille ou non, McDo, c'est incontournable. Si vous avez des enfants, vous emmenez vos enfants, vos petits-enfants au McDo. Donc, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les dénigrer. Par ailleurs, on parlait de traçabilité au niveau justement de l'origine de leur viande, entre autres. Leur viande, elles viennent pour l'essentiel de France, aux 3/4. C'est le premier client du Charolais, McDonald's. Donc voilà, il faut le rappeler. Quoi de neuf sous l'impulsion donc de Naoufal Trabelsi, ce nouveau PDG qui est arrivé chez McDonald's depuis 5 ans, je crois. Mais alors, il a pris des fonctions plus importantes aussi dans le directoire. Enfin, la France compte pour McDonald's, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que la France, ça compte pour le McDonald's mondial, super compagnie, c'est le 2e marché mondial de McDonald's, derrière les États-Unis. C'est pareil, on était nous-mêmes surpris, mais ils sont partout dans le monde, ils sont en Chine. On est le 2e marché mondial chez McDonald's. Français, donc on peut dire ce qu'on voudra. Quand il nous dit les Français aiment McDo, alors on ne va pas généraliser, il y a aussi des détracteurs, bien sûr, on peut parler nutrition, bien sûr qu'il faut une nourriture 75% équilibrée. Des achats agricoles sont français. C'est ça, c'est ce que je disais. Je crois même qu'ils ont des dérogations par rapport aux chartes internationales. En France, par exemple, les enseignes sont vertes.
alors qu'elles sont rouges. Ils ont refait il y a leur des logo. salades, ce qui n'existe pas dans d'autres pays. Signe des temps, hein. Le vert sur le logo, c'est pas par hasard, je pense. C'est justement pour donner une image un peu plus écolo, un peu plus responsable. Plus aucune justement. paille ni couvert en plastique, ça y est. Alors ça, c'est peut-être ça ce qui va marquer le plus les gens, c'est que la fameuse paille dans votre boisson, elle va disparaître parce que le plastique doit disparaître justement dans le cadre de mesures environnementales, et donc ils vont créer de nouveaux gobelets avec un petit bec verseur pour les boissons. Donc ça va être une vraie révolution des habitudes des consommateurs de McDo, des clients de McDo. Presque 40 ans de présence en France, vous disiez. 40 ans, et puis des emplois créés. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, de vraiment tresser que des louanges à McDo. Hein. Je sais qu'il y a des détracteurs, c'est un débat, mais on ne peut pas nier que le succès est là, on ne peut pas nier que le développement est incroyable, et on ne peut pas nier que ça sert l'emploi, puisque rien qu'en 2019, il va créer 2500 emplois en France. Et il est comment ce PDG, là, Naufal Trabelsi? Il est comment quand il vous reçoit? J'ai vu que vous avez Il est fidèle à l'image de son entreprise, c'est-à-dire que c'est très corporate, comme on dit. Il vous accueille avec un grand sourire, veille à ce que tout aille bien. C'est vrai qu'au bout de la 5e ou 6e question sur mais alors la traçabilité, l'équilibre, la nutrition, il en a un peu ras la casquette parce qu'il a l'impression qu'on l'attaque toujours là-dessus. Donc encore une fois, il est complètement dans son rôle. Je pense qu'il fait bien son métier. Voilà, le big boss de McDo face aux entrepreneurs avec Jean-Louis Picot dans le supplément éco du Parisien. Belle photo à l'américaine derrière vous. Complètement. Même si le design est italien. Ils ont refait une dizaine de restaurants avec une designeuse italienne. Jean-Louis Picot, vous restez avec nous pour le débrief de l'actualité et de l'invité politique. Tout à l'heure, Nicolas Bay, député Rassemblement National au Parlement européen, qui sera notre invité. Vous restez également avec nous. Bien sûr, Jean-François Beige avec votre édito en panne de lumière dans le courrier du Parlement. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. On regarde ensemble. Beau temps arrive. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant d'accueillir Nicolas Bay, député Rassemblement National au Parlement européen, qui est notre invité, on part pour le reste du monde avec les 62 migrants bloqués depuis 15 jours sur le navire de l'ONG allemande Sea Eye, qui ont débarqué à Malte après un nouvel accord de répartition, vous le savez, impliquant l'Allemagne, la France, le Portugal et le Luxembourg. Puis au Venezuela ensuite, où les milices bolivariennes deviennent une partie des forces armées du Venezuela. Le président vénézuélien Maduro a annoncé sa décision de modifier la législation pour leur accorder un statut officiel. Puis on partira après au Nigeria. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Sur ces photos publiées par l'ONG allemande Sea Eye, le soulagement des migrants à bord de la Line Kurdi. Bloqués depuis 10 jours sur le navire, ils sont 64 à avoir débarqué samedi, peu après 18h à La Valette. Ils ont été transférés au large sur un navire de la marine maltaise. Leur errance a pu prendre fin suite à un accord de répartition passé entre l'Allemagne, le Portugal, la France et le Luxembourg. Ils étaient 300 000 il y a un an, ils sont désormais 2 109 000. C'est ce qu'a annoncé Nicolas Maduro ce samedi lors d'une prestation de serment massive de ces milices bolivariennes. Alors qui sont les miliciens ?
des hommes, des femmes, des personnes âgées. En fait, tout le monde peut en faire partie à condition d'être majeur et d'avoir la nationalité vénézuélienne. C'est un corps de sécurité civil, bénévole, qui a reçu une formation idéologique strictement chaviste et a appris les bases du maniement d'armes et des techniques de guerre. Tous ceux à qui j'ai pu parler m'ont affirmé qu'ils étaient prêts à mourir les armes à la main pour défendre le chavisme face à une éventuelle intervention armée des États-Unis. Ramenez-nous nos filles, maintenant, et vivantes. Ces mères sont sans nouvelles de leur enfant depuis 5 ans. Nous souffrons depuis l'enlèvement de Hawa. Son enlèvement nous a vraiment fait du mal. Le 14 avril 2014, des djihadistes de Boko Haram prennent d'assaut l'internat pour filles de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Ils enlèvent 276 élèves âgés de 12 à 17 ans. Certaines ont pu s'échapper, d'autres ont été libérées en échange de prisonniers ou de rançons, mais 112 d'entre elles ne sont toujours pas rentrées chez elles. Sa façade a un peu vieilli depuis sa dernière rénovation en 2011. Mais le Normandie garde encore fière allure, même s'il n'affiche plus aucun film depuis 9 mois. Fermée en 2018, faute de spectateurs, la mythique salle de cinéma de la capitale traverse une mauvaise passe. Fauteuils déchirés, toits abîmés, des stigmates du temps que l'équipe s'efforce d'effacer de son mieux avant la réouverture. Des spectateurs qui avaient déserté les lieux après les attaques de Boko Haram en 2015 et le plan d'urgence du gouvernement en 2016. Le cinéma reprend enfin vie. La salle rouvre ses portes au public et les spectateurs sont là. À l'écran, double jeu, un court-métrage tchadien d'Aïkal Zakaria, alias Al Canto.